vais laisser mes intervenantes et intervenants se présenter. Aude, bonjour. Il faut rallumer le micro, du Bonjour coup. à tous. Oui, bonjour à tous. Aude Vitry, je travaille chez Bureau Vallée et donc j'interviendrai en milieu de webinaire sur la mise en pratique des achats responsables. Je Euh, pense Sabine? Sabine. Oui, si tu veux. Donc, je suis Sabine Jourdugo, je suis fondatrice de The Lab et autrice du livre Achat responsable, guide illustré qu'on a publié aux éditions Contenta. Donc, j'interviens sur l'introduction. Super, merci beaucoup Sabine. Mathieu? Donc, Mathieu Dominguez, je suis le directeur général de KLB Group depuis maintenant un peu plus de 5 ans. J'évolue dans l'univers des achats depuis quasiment 20 ans et j'interviendrai sur la restitution de l'enquête. Superbe. Eh bien, merci. Je vais aussi mettre en évidence. Je ne sais pas si tout le monde me voit bien tout de suite. Voilà. Je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle Jean-Henri Marniat. Je suis le fondateur de Positive Compagnie. Et donc, on va démarrer dès maintenant ce webinaire dédié à un sujet important, les achats responsables en période de recul réglementaire. Je vais un petit peu introduire le thème. Aujourd'hui, on connaît un recul réglementaire inouï, enfin, je dirais même plus incroyable, quoi. Chaque jour a des nouvelles, mauvaises nouvelles en termes de réglementation. CSRD aujourd'hui, les limites sont repoussées, les exigences allégées, etc. J'ai pris volontairement l'image de la tronçonneuse, je pense que vous voyez à qui je peux faire référence. CS3D, pas plus tard qu'il y a 15 jours ou 3 semaines, notre cher président nous a dit je vais m'organiser avec Monsieur Scholz et on va bien réussir à supprimer ça. Bon, voilà. Green Claim, c'est peut-être un peu moins connu du grand public, mais c'est un projet qui vise à demander aux entreprises la preuve de leur allégation en termes d'engagement et de produits soi-disant éco-responsables. Pareil, de grosses tensions sont sur ce sujet-là et il est probable que ça parte à la poubelle. Et puis sur les accords de Paris, on a appris dans le monde il n'y a pas très longtemps, mais pas que le monde évidemment, que les 1,5 n'étaient plus, allaient évidemment être dépassés, 1,5 degré allait être dépassé, mais au-delà de ça, il y a de fortes tensions de lobby pour essayer effectivement de donner moins de poids et de reculer encore ces exigences. Donc on vit aujourd'hui une période complètement folle d'un point de vue réglementaire et dans ce contexte-là, il y a plusieurs manières de réagir. C'est soit on est sidéré comme le lapin dans les yeux d'une voiture, des phares d'une voiture, soit on agit et quand la réglementation s'étiole, eh bien, nous, ce qu'on propose, c'est de partir sur la partie volontaire. Et donc, nous, en tant que donneur d'ordre, on est tous le donneur d'ordre d'une autre entreprise. Donc, nous, en tant que donneur d'ordre, c'est à nous de reprendre le pouvoir. Et c'est à nous de pouvoir faire que ces engagements-là se perdurent dans le temps et se durcissent et deviennent plus importants. Au passage, j'ai cofondé il y a 4-5 mois maintenant une association qui s'appelle We Are Europe, qui a pour objectif de porter la voix, la vraie voix des entreprises à la Commission européenne pour faire valoir les attentes des entreprises. Donc aujourd'hui, une première étude sur la CSRD est sortie il y a 2 mois, je pense à peu près. Plus de 1300 entreprises ont complété cette étude et globalement, 67% des entreprises qui ont complété cette étude étaient pour le maintien de la CSRD telle qu'elle était avant Omnibus. Donc il y a vraiment 2 poids, 2 mesures aujourd'hui d'une Europe à 2 vitesses et nous, évidemment, avons pour vocation de porter ces engagements au-delà de la réglementation et donc on va voir que les achats sont un levier exceptionnel pour cela. J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir plusieurs experts du sujet et aussi personnes qui sont très opérationnelles dessus. Donc, on va avoir quelques temps forts aujourd'hui. On va revenir. Je trouvais intéressant dans ce webinaire de repartir sur les basiques. Et vous allez voir que le fameux back to basic aujourd'hui va être un thème un fil conducteur de ce webinaire. Donc, on va refaire un point sur c'est quoi concrètement des achats responsables et on va repartir sur les basiques. Ensuite, on a lancé une grande étude avec KLB, avec 225 répondants sur les 6 derniers mois, sur globalement, vous, en tant que donneur d'ordre, qu'est-ce que vous attendez de vos fournisseurs en termes d'engagement RSE. C'est intéressant parce que dans cette période de dérégulation, ça permet de donner une boussole sur les chantiers prioritaires. Dans un troisième temps, on va pouvoir laisser s'exprimer Bureau Vallée qui a agi sur le sujet depuis un certain temps et qui utilise une de nos solutions que je vous présenterai qui s'appelle Scoring. Alors,
j'ai prévu un temps additionnel, c'est-à-dire qu'on est ensemble pour à peu près 45 minutes. Et à la fin de ces 45 minutes, qui sera donc 11h45, l'idée c'est qu'on arrêtera l'enregistrement et je vous ferai, pour ceux qui le désirent, donc ceux qui le souhaitent peuvent évidemment arrêter le webinaire, hein, pas quitter le webinaire, mais ceux qui le désirent, je présenterai un petit peu notre solution pour que ce soit un peu plus concret. Voilà, bien, merci à toutes et tous d'être nombreux. Comme je le disais, vous êtes plus de 270 inscrits aujourd'hui, nombreux présents aujourd'hui, et donc on démarre sur ce super séminaire. Non, webinaire, pardon. Le séminaire, c'est la semaine prochaine pour nous. Allez, c'est parti sur les achats responsables. Sabine, je te laisse te présenter, et aussi une belle autrice de livres. Oui, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire consacré à un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque je travaille sur les achats responsables depuis 2009. Et c'est un sujet qui, plus que jamais, mérite qu'on s'y attarde, surtout dans le contexte, comme tu disais, où il y a un recul réglementaire, malgré le fait qu'on s'aperçoit que les citoyens, les consommateurs, les entreprises, moi je travaille avec beaucoup d'ETI, ont envie et ont des ambitions climatiques et sociétales. Je voudrais que tu mettes le slide suivant. Donc, on a vu, je l'ai dit, hein, que j'étais auteur de ce livre-là. Ce livre, il a pour but de vulgariser et d'aider à passer à l'action. Moi, je dis toujours, il faut prendre le risque comme point de départ. Parce que le risque, c'est quand même un langage commun, y compris des grands de ce monde. Là, c'est une étude du World Economic Forum. Et les entreprises sont de plus en plus conscientes des menaces systémiques, qu'elles soient climatiques, sociales ou géopolitiques. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'entre conscience et action, il y a encore un pas. Trop souvent, l'analyse des risques faite par les services achats est partielle, concentrée sur les fournisseurs directs et non pas dans une perspective de l'utilisation du produit, de son usage et de sa fin de vie, évidemment de toutes les externalités négatives qui sont liées à l'achat que l'on fait. Tu peux passer au slide suivant. Pour moi, la fonction achat a profondément évolué. Moi, j'ai commencé dans les achats en 1996 et donc on est passé d'une fonction de cost killer à celui vraiment d'un chef d'orchestre, d'une chaîne de valeur qu'on dit mondiale maintenant, complexe, interconnectée et de plus en plus du coup vulnérable. Et je le dis souvent, quand on externalise ses achats, on n'externalise pas ses risques. Et donc, on doit impérativement prendre en compte cette analyse dans la gestion de son externalisation fournisseur. Peux-tu passer au slide suivant? Alors, ce slide, je le tiens d'un partenaire avec qui on travaille, Bayouré, dont on va reparler après un peu plus bas. Je trouve que c'est tellement bien fait que je l'ai repris. Aussi, ils ont accompagné notamment Bureau Vallée dans la construction du questionnaire. Donc, exactement. Voilà, on les met en avant aujourd'hui. Bravo pour ce que vous faites. Exactement, exactement. Donc, ce joli petit dessin, il montre une chose, c'est que chaque décision achat est un levier de transformation. Elle influence la pression sur les ressources, elle influence la pratique des usines, pratique sociale, sociétale et pratique aussi environnementale des usines, la qualité finale du produit, la réputation de l'entreprise qui achète et bien sûr, on peut résumer ça dans la décision achat, elle impacte l'impact environnemental, social et sociétal de l'entreprise. Slide suivant. Donc, pour cela, il faut changer de focale. Il ne faut pas simplement se demander « vais-je recevoir un produit au bon prix, qualité, taux de service souhaité ?» mais il faut ajouter « quel effet ma demande a-t-elle sur mon écosystème ?» J'adore ce graphique de l'écosystème d'affaires qui date, vous avez vu, de 1996. Et donc, ces flèches sont là pour montrer qu'on doit s'intéresser, quand on analyse ses risques, quand on analyse son marché fournisseur, non seulement sur l'impact qu'a ce marché, les produits qu'on achète sur notre cœur de métier, mais aussi l'impact que vous avez dans vos décisions d'achat sur tout votre écosystème, le plus largement possible. La double matérialité des achats, quoi. Voilà, la double matérialité des achats, exactement. Le slide suivant. L'idée, c'est de penser son achat dans une approche impact, je viens de le dire, impact sur tout un tas de choses, mais aussi dans une approche cycle de vie. Et pour moi, une stratégie achat responsable, ce n'est pas simplement je coche une case RSE, c'est vraiment une vision systémique
Et mettre en place une stratégie achat, c'est vraiment prendre conscience des impacts de son achat dans une approche cycle de vie, de l'extraction de la ressource jusqu'à la fin de vie du produit qu'on achète. Et justement, c'est aussi comprendre que le coût total d'achat ne se limite pas juste à son prix d'achat, mais intègre aussi les impacts tout au long du cycle de vie. Slide suivant. Ça suppose donc de connaître sa chaîne de valeur. Il est un peu petit ce slide. Il est issu d'un rapport qui est disponible. Vous pourrez avoir la référence, je vous la donnerai par le chat. Ça signifie de bien connaître sa chaîne de valeur, d'aller le plus loin possible. Il y a des chaînes d'approvisionnement qui sont plus ou moins profondes pour essayer de comprendre ce qui se passe, quel impact on a. Et aussi, on détermine avant de mettre en place son plan d'action sa sphère d'influence. Il y a des choses sur lesquelles on pourra agir et d'autres sur lesquelles on ne pourra pas agir. Et l'idée est de construire avec cette chaîne de valeur le plus loin possible des relations qui sont durables au niveau environnemental, respectueuses et durables au niveau sociétal aussi. OK, je crois que c'est là le dernier slide de ma présentation, slide suivant. Moi, j'aimerais insister sur le fait qu'on s'aperçoit très souvent quand on rencontre les entreprises qu'on conseille qu'on estime souvent le coût de l'inaction. Je pense que dans les 200 et quelques personnes qui sont autour de moi, ceux qui ont travaillé en service d'achat, ont pu constater qu'il y avait des livraisons qui étaient retardées par des événements climatiques, qu'il y avait des fabrications, production qui ne pouvaient pas avoir lieu parce qu'il faisait tellement chaud dans les ateliers. Ça m'est arrivé, moi, dans mon ancien labo pharmaceutique, qu'on ne pouvait pas produire parce que les conditions de production n'étaient pas réunies, etc., etc. Le CDP a évalué que juste les risques environnementaux pourraient coûter 120 milliards de dollars aux entreprises d'ici 2026. Et là, je vous ai listé quelques risques issus de ce rapport. Donc, pour moi, en conclusion de cette introduction, les achats responsables, ce n'est pas une option. Réglementaire ou pas, ce n'est pas une option. C'est une réponse stratégique qui doit être concrète, qui doit être mesurable, qu'on va communiquer à ses parties prenantes et qui doit être faite, que ça soit obligatoire ou que ça soit volontaire, parce que c'est vraiment création de valeur. Je laisse la parole maintenant à l'étude KLB. Alors, juste avant de rentrer sur l'étude, j'aurais juste une ou deux questions. C'est quoi pour toi les erreurs à éviter quand on lance une démarche achat responsable? Alors, la première erreur, j'en ai vraiment parlé, c'est sur l'histoire de risque, c'est-à-dire vouloir tout faire en même temps et pas analyser ses risques, du coup, déterminer ses priorités. Qui dit analyse de risque, dit détermination des priorités, dit bonnes actions au bon moment, au bon endroit. Deuxième risque, c'est qu'on concentre souvent sa démarche achat responsable sur « je mets la pression aux fournisseurs ». Or, les achats responsables, c'est en premier se poser la question du besoin. Et comme dit un de mes clients, c'est se challenger les donneurs d'ordre en interne. L'acheteur doit être challengeant pour les donneurs d'ordre en interne. Ton besoin, tu dois me le préciser et tu dois me le préciser sur sa fonction. La troisième chose, c'est de s'inquiéter pas que du fournisseur qui doit être responsable, mais aussi du produit qu'on achète responsable. Dans la mesure où le besoin est fonctionnel, on va essayer de travailler sur des leviers type éco-conception pour que le produit soit le moins impactant possible. Et ensuite, on travaille sur le fournisseur, évidemment, parce que c'est un tout. Besoin, produit, fournisseur. Et enfin, je voudrais vraiment que vous reteniez ça. Enfin, on n'oublie pas la notion de relation fournisseur, parce qu'elle est primordiale. Parce que vous aurez beau faire tout ça très bien, si par exemple, vous ne payez pas votre fournisseur à l'heure, ça vous pourrit votre relation fournisseur. Donc, tout ce que vous aurez demandé ne sera pas fait, parce que le fournisseur sera en train de courir après le paiement de sa facture. Donc voilà, tout ce que je voulais dire. Super, merci pour ton engouement sur ce sujet. Allez, parfait, on passe à cette fameuse étude qu'on a menée pendant 6 mois et je laisse la parole du coup à notre ami Mathieu pour présenter ses résultats justement. Et puis, globalement aussi, ce que j'ai trouvé intéressant, pourquoi on a convié aussi KLB dans ce webinaire, c'est que tu saurais le dire mieux que moi Mathieu, mais KLB est quand même probablement le plus grand expert du sujet en France et même en Europe, et donc a un point de vue assez central sur les dynamiques dans toute industrie confondue. Et donc, je trouvais assez intéressant d'avoir à la fois la confrontation de conseils, hein, comme Sabine ou même nous, et en fait, notre vision, et puis le côté peut-être un peu plus mitigé ou un peu
peu plus opérationnels parfois qu'on peut retrouver dans le monde purement industriel ou de l'accompagnement des grandes entreprises. Mathieu, est-ce que tu veux introduire le thème, justement, le sujet? Avec grand plaisir. Merci, merci Charles-Henri et merci Si Sabine tu veux pour bien remettre ta l'introduction. caméra aussi. Super. Ah oui, parce qu'elle avait été enlevée, effectivement. Super. Merci beaucoup. Non, c'est bon. Parfait. C'est bon? C'est en Oui, train c'est bon. d'arriver. OK. Voilà, super. Donc peut-être très rapidement qui on est et qui est KLB. On est un cabinet de conseil. On fête nos 30 ans cette année. On accompagne tous les grands acteurs, secteur public, secteur privé, tout secteur d'activité, sur la performance opérationnelle de leurs fonctions support et notamment les achats, puisqu'on a un ADN très achat et on accompagne les grands donneurs d'ordre achat depuis maintenant un peu plus de 30 ans. On est également le premier cabinet de conseil à avoir été labellisé RFR en 2022. On vient de renouveler ce label et cette certification en 2025. Et on a l'ensemble de nos consultants achats qui sont certifiés RFR et donc qui vont prêcher les bonnes paroles chez nos clients sur ces différentes problématiques. Pourquoi l'enquête et pourquoi on s'est associé à Positive Company sur ce sujet? Ça nous paraissait intéressant compte tenu des évolutions de contexte, d'obligations dans un environnement changeant, mouvant, avec très peu de lisibilité, de reprendre avec nos clients et avec les grands donneurs d'ordre, de redéfinir leurs priorités et puis s'assurer que on n'était pas à côté de la plaque par rapport à des priorités qui pourraient être amenées à évoluer. Et donc, ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est qu'on voit déjà qu'il y a 225 répondants, donc ça nous permet d'avoir une vision et un spectre assez large, avec principalement des grands groupes et puis tout secteur d'activité. Parce que ce qu'on voit, et je vais revenir un tout petit peu après, on voit que les obligations et les enjeux ne sont pas forcément les mêmes selon les secteurs d'activité. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision la plus globale possible sur les attentes, les priorités et les gros enjeux. Sachant que nous, ça nous permet également d'ajuster également le discours et la formation vis-à-vis de nos consultants pour répondre le mieux possible à ces différentes problématiques. Peut-être rapidement un bref retour en arrière et un regard dans le rétroviseur sur qu'est-ce que la RSE au sens large depuis quelques années. Ce qu'on voit, c'est que ça a été un des sujets majeurs, ça a été très à la mode. Euh, Tous les grands groupes, les grands donneurs d'ordre en parlaient, mettaient en avant des obligations, mettaient en avant des plans d'action, des objectifs d'impact très concrets. Ça a été également pendant pas mal d'années une course un peu sans fin en termes d'action avec ce serait à qui en ferait le plus, soit vis-à-vis de l'externe, de ses fournisseurs, de son écosystème, de ses partenaires, mais également vis-à-vis de l'interne, puisque c'était un levier sans forcément devenir une entreprise à impact, hein, mais c'était aussi un levier d'attractivité, de rétention et de motivation des collaborateurs. Euh, Tout ça, ça a créé quelques barrières et quelques limites, hein, puisque certaines des décisions qui étaient prises, et ça fait écho à ce que Sabine disait juste avant, étaient montées de manière dogmatique, hein, que en prenant une vision globale, hein, création de valeur pour l'ensemble de l'entreprise. Ce que l'on voit quand même, et Charles-Henri en parlait tout à l'heure, c'est un back to basics. Aujourd'hui, dans l'environnement dans lequel on est, hein, risque géopolitique, risque d'approvisionnement, contexte économique avec très peu de lisibilité, on revient à l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est des certifications, des labellisations et de la notation. Ça permet déjà de se situer dans un écosystème, savoir où est-ce qu'on est, savoir si c'est plus ou moins bien, et puis après travailler sur des éléments tangibles, concrets pour s'améliorer. L'idée, et on le voit dans l'enquête, hein, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus
d'objectif d'enflammer, entre guillemets, la RSE, mais de rester beaucoup plus opérationnel et concret quant aux actions qui sont mises en place. Bien évidemment, c'est à mettre en perspective avec un contexte économique qui est difficile. Là où historiquement, il y avait des budgets RSE qui étaient beaucoup plus faciles à aller valider en interne. Aujourd'hui, le manque de lisibilité contraint également les directions RSE à essayer d'avoir des retours sur investissement et à essayer de s'impliquer dans une création de valeur globale au niveau de l'organisation. Ce qu'on peut ressortir de cette enquête, hein, c'est qu'il y a quand même quelques grandes thématiques qui restent au cœur des priorités. C'est les droits humains, le respect des droits, notamment au niveau des fournisseurs, rang 1, rang 2, rang 3. C'est les politiques de diversité. C'est tout ce qui est lié aux émissions carbone, avec une volonté d'embarquer les fournisseurs plutôt que de les contraindre. Et c'est les rapports RSE au sens large, parce que le rapport RSE, il a quand même un enjeu, c'est de pouvoir se situer. Et à partir du moment où on se situe, on est capable de travailler pour s'améliorer. Je me permets d'intervenir, Mathieu. Bien sûr. Je trouvais très intéressant ton analyse du foisonnement qu'il y a pu avoir sur les dernières années autour de ces sujets. Et je vais me rappeler quand même, prendre un peu de perspective, rappeler que ce sujet de la RSE, et pour la petite anecdote, moi qui travaille maintenant partout en Europe, il n'y a plus qu'en France qu'on parle de CSR ou de RSE, on parle de sustainability maintenant à l'échelle plutôt européenne ou mondiale. Mais bon, pour cette science-là, j'ai envie de dire, et si on prend un peu de recul dans nos perspectives, elle est très récente. Ça fait 3-4 ans hein, que les entreprises se mettent en ordre de marche pour essayer de répondre à des exigences, pour essayer de comprendre comment ils se situent, pour essayer de comprendre leurs enjeux et leurs impacts. Donc globalement, sur l'échelle, je dirais, de l'histoire avec un grand H, on est au tout début, on est sur le point de départ, quoi. Donc effectivement, aujourd'hui, comme dans toutes les sciences, j'ai envie de dire, et celle-ci s'appuie encore plus sur d'autres sciences. Donc, comme dans toutes les sciences, il y a des points de départ et puis il y a des mouvements qui se créent. Et donc, effectivement, on a eu une très forte montée de ces sujets-là récemment. On a aujourd'hui, malheureusement, une redescente de ces sujets-là, mais c'est évident que dans le temps, l'urgence climatique, sociale, etc., va nous rappeler à l'ordre et donc ça va remonter. Donc, on est vraiment aujourd'hui dans une période un peu comme on le disait, de back to basic, mais malgré tout, cette lame de fond, aujourd'hui, elle est là. Cette lame de fond, elle est aussi et surtout, et nous on le voit en tant qu'organisme labellisateur, enfin, dans ce contexte qu'on connaît, on a de plus en plus de demandes. On pourrait se dire, la RSE, tout le monde met un peu le frein dessus, donc un Positive Compagnie ou d'autres labels pourraient avoir, ou d'autres organismes d'évaluation pourraient avoir moins de boulot. Pas du tout. Nous, on a beaucoup, beaucoup de boulot en ce moment aussi, parce qu'on revient sur des fondamentaux qui sont globalement, on a quand même besoin de savoir comment s'engagent les fournisseurs et un des indicateurs clés, ça va être le bilan carbone qui a une méthodologie qui est reconnue, les labels et certifications, même si on n'a pas tous les mêmes méthodologies, globalement, les évaluations se valent et se ressemblent. Hein. Et puis finalement, effectivement, les grands combats qui sont la diversité, qui peuvent être les droits humains, etc. Donc c'est intéressant de voir cette analyse-là. Et Mathieu, je voulais juste compléter ça avec un peu de perspective. Non, bien sûr. Pour faire écho à ce que tu dis, c'est effectivement nous ce qu'on voit, et on a été très précurseurs sur ces sujets. On avait beaucoup de clients qui avançaient et qui travaillaient sur ces démarches parce que tout le monde le faisait, sans vraiment comprendre comment ça pouvait venir impacter positivement l'ensemble de la chaîne de valeur au niveau de l'organisation. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, ils le font parce qu'ils sont conscients. De toute façon, on n'a plus le choix. Et surtout que ça peut être un moyen d'embarquer de manière pérenne tout l'écosystème, qu'il soit interne ou externe. Ce qu'on voit également, c'est que historiquement, on avait des départements RSE qui venaient contraindre plutôt qu'accompagner aussi bien d'autres directions que des partenaires, et qu'aujourd'hui, on a besoin d'une approche collaborative parce que les rapports de force ont fortement évolué, notamment post-Covid avec certains fournisseurs. On a des industries aujourd'hui sur lesquelles on accompagne nos clients. Le risque, il y a un risque d'approvisionnement non
négligeable. Et on a des fournisseurs qui sont en rapport de force. Ils décident des clients avec qui ils souhaitent travailler. Donc, effectivement, si on arrive avec en plus des contraintes, hein, je disais Sabine tout à l'heure, des obligations carbone sans avoir une vision globale de l'impact pour eux et puis d'un moyen de collaborer à moyen terme et de co-construire, ça ne fonctionne pas. Et je pense que c'est ce qui ressort aussi également de l'enquête, hein. C'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une logique de co-construction et d'accompagnement plutôt que d'imposer et de voir les normes, les obligations RSE comme des contraintes. C'est au contraire, ça va être un moyen de créer de la valeur, ça va être un moyen de re-réfléchir à l'éco-conception, ça doit être un moyen de re-réfléchir au cycle de vie produit. Et donc, c'est vraiment en prenant ce prisme-là qu'on va réussir à embarquer en interne et en externe l'ensemble des parties prenantes. Super, merci beaucoup Mathieu. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter? J'ai rebalayé les slides parce qu'on a trouvé ça un peu lourd, l'idée de commenter chaque slide les uns après les autres, donc on a pu vous les partager en même temps qu'on échangeait et sur nos visions. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter Mathieu, ou est-ce qu'on est bon sur ce sujet? Je pense qu'on est bon, il y aura peut-être des questions auxquelles Ouais. je Tout répondrai à avec fait. grand plaisir tout à l'heure. Je rajouterai une chose sur notre vision aussi. Peut-être certains d'entre vous ne le savent pas, mais on a une grosse activité d'évaluation RSE de fournisseurs. Et dans ce contexte-là, ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement, quand on repart sur les back to basics, c'est effectivement, on va attendre les basics sur les sujets généralistes, mais par contre, on va attendre de plus en plus de reporting sur des sujets très spécifiques. Et j'ai vu que Eve était là d'Avas Voyage, typiquement, et Selectour avec lesquels on travaille. Et typiquement, avec Selectour et Avas Voyage, on va aller interviewer, demander par exemple aux compagnies aériennes, le poids carbone par passager et par kilomètre parcouru. Donc, on va aller parfois très loin dans certains détails qui sont très matériels, qui sont très alignés avec les enjeux prioritaires ou les plus importants du donneur d'ordre, j'ai envie de dire. Donc, il y a vraiment ce côté généraliste où aujourd'hui, on doit montrer carte blanche, et puis on doit aussi travailler sur les sujets de fond qui sont les sujets liés vraiment purement au cœur de métier et aux enjeux sectoriels, quoi. Super, bah, du coup, ça me donne une bonne introduction pour la suite. Si je reprends juste, quand on regarde, pardon, excusez-moi, ce slide-là, qu'attendez-vous de vos fournisseurs en termes d'engagement environnementaux? Le premier point qui ressort, on en parlait tout à l'heure avec Sabine de l'ACV, hein, c'est qu'ils éco-conçoivent et favorisent l'économie circulaire. Et bien du coup, ça me permet de faire une belle introduction pour Bureau Vallée et Aude Vitry. Aude, je te laisse te présenter et puis surtout présenter aussi cette belle entreprise qui est Bureau Vallée. Merci beaucoup Mathieu pour Exactement, cette merci. intervention. Avec plaisir. Donc, Aude Vitry, je travaille en tant que chargée de mission RSE chez Bureau Vallée depuis 3 ans. Bureau Vallée, pour la présenter en quelques mots, c'est une enseigne de distribution. C'est une entreprise familiale qui a été fondée en 1990. Donc, on a encore la chance d'avoir le fondateur parmi nous, qui, vous allez voir, insuffle en fait une vision RSE assez forte. On est actif en tant que distributeur, voilà, de papeterie et de matériel de bureau sur un modèle de franchise. Donc notre enseigne, en fait, c'est un groupe de taille intermédiaire. Mais derrière, nous avons des magasins franchisés avec une présence de 400 magasins en France principalement et en Europe. Et le nombre de salariés juste au niveau de Bureau Vallée, c'est combien de salariés au niveau juste Bureau Vallée? Environ 250. Car nous avons quelques magasins aussi que nous possédons en propre. Sur les ordres de grandeur encore, on a une centaine de fournisseurs et 30 000 références voilà, sélectionnées par une centrale de référencement. Du coup, le rôle de la centrale de référencement et des achats ici est très important. C'est vraiment un petit peu le cœur de l'entreprise qui va chercher les produits, chercher les fournisseurs, établir des relations avec eux. Et un nombre de fournisseurs volontairement limité, justement pour les connaître et connaître mieux leurs produits. 100 fournisseurs pour 30 000 références, c'est pas énorme finalement. Non, c'est ça. C'est volontairement volontaire, en fait, volontairement limité. Et a donc une profondeur, donc voilà, enseigne spécialisée
dans la papeterie. Et donc, Bureau Vallée, en fait, met en place depuis vraiment activement, opérationnellement, depuis 2009, une démarche de sélection des produits qui n'est pas seulement la fonction, le prix, la marge, etc., mais qui est également qualitative en termes sociétal et environnemental. Et du coup, depuis 2009, et d'ailleurs, BioWare a déjà participé à cette évaluation qualitative de nos références, nous soumettons pour chaque produit référencé en fait un questionnaire à nos fournisseurs qui va les questionner sur des thématiques qui ont été juste abordées précédemment, des thématiques réglementaires, sociétales, avec le respect en effet de la chaîne d'approvisionnement, et environnementale, avec par exemple les critères d'éco-conception ou d'allégation environnementale du produit. Voilà. Et ce questionnaire est assorti de pièces justificatives et vérifié par un tiers. Juste ce questionnaire, c'est sur les 30 000 références, chaque référence a un score ou est-ce qu'on est sur des familles de produits? Oui. Alors là, je parle un petit peu au passé, mais c'était au niveau de la référence, en effet. Pas au niveau de la famille de produits, mais au niveau de la référence. En 2019, nous réalisons notre premier bilan carbone, donc c'est pareil, ce sont des démarches volontaires. Et le premier bilan carbone, bien sûr, en tant que distributeur, on prend en compte le scope 3 des produits distribués. Et un petit peu, bien sûr, aussi, si vous avez fait cet exercice, c'est presque, c'est tout à fait normal, mais 90% des émissions sont liées aux produits. Bon, ces dernières années, on a également ajouté d'autres critères, ce qui font un peu baisser les produits, mais au-delà de ça, il y a un impact très important, bien sûr, lié à notre activité, des produits que nous distribuons. Et du coup, de cette analyse-là, on en a tiré en fait deux démarches qui fait aussi écho au début de cette présentation. Et donc, nous, on refond la note de 2009 pour intégrer d'une part l'analyse de cycle de vie au niveau du produit, en collaboration avec nos fournisseurs. C'est ça. Exactement. Donc là, on vient chercher les impacts environnementaux du produit depuis ses matières premières jusqu'à sa fin de vie. Également, on le fait par un tiers. On parlera après de l'importance de passer par des tiers pour nous. Donc, le niveau quantitatif. L'idée, c'est que derrière, en fait, on puisse chercher pour une même fonction, en fait, le produit le mieux disant en termes environnementaux. On n'oublie pas non plus le côté qualitatif. Ici, au niveau fournisseur, pour rester sur une démarche, en fait, est-ce que le fournisseur a réalisé son bilan carbone? Est-ce qu'il fait lui-même une démarche d'achat responsable et d'offre responsable? Et quel est l'effort du coup qu'il a fait au niveau global de sa gamme de produits? Voilà. Et donc, on a scindé en fait notre note de 2009 vers finalement deux grands piliers qui nous permettent d'aller un petit peu plus précisément au niveau quantitatif, au niveau produit. Voilà. Et tout cela est inclus en fait quand on va faire les négociations avec les fournisseurs au sein de notre contrat de référencement. Et c'est un parcours en fait qu'on fait avec nos fournisseurs, à la fois sur les produits et sur leur démarche. Dans le contrat, justement, la clause, c'est quoi? C'est une clause qui dit qu'il accepte d'être évalué par un tiers? C'est une clause qui l'oblige à être évalué par un tiers? Est-ce que tu as en tête comment c'est formulé? Alors, comment c'est formulé? Oui, en fait, c'est une clause finalement qui l'oblige à participer à la démarche. Oui, absolument. Ok, très bien. Après, au niveau du produit, il y a certains produits qu'on a pour l'instant laissé de côté, tout ce qui est high-tech, qui est beaucoup plus complexe pour nous d'évaluer, qui a un impact non négligeable, bien sûr. Et ça, on l'a laissé de côté. Donc, ça dépend en effet des grandes familles de produits. Pour faire juste un court état des lieux, aujourd'hui, sur cette évaluation-là, on est en pleine refonte. Donc, au niveau quantitatif, on a 1500 analyses de cycle de vie qui ont été
évalués et validés. Et au niveau qualitatif, on a actuellement, si je ne me trompe pas, 67 fournisseurs qui ont été évalués sur du coup 80 total. inscrits et au total une centaine. Et ces Sur un démarches-là, objectif de 100, du coup. Sur un objectif sur de un 100, objectif global de 100. Et avec vous, du coup, Positive Company, on l'a lancé en janvier. Donc 6 mois plus tard, on a en gros 67% de notre 67%. objectif. Très bien. Donc là, Juste nous, au- en fait, on en est vraiment à une fois qu'on a structuré, voilà, ou du moins restructuré cette démarche, on en est à se poser la question vraiment de comment l'évaluer au mieux et l'utiliser à la fois en interne et en externe. Donc c'est exactement voilà, l'écho à ce que vous disiez, hein. C'est-à-dire que si on va un tout petit peu plus loin, là dans le détail, pour être un peu plus concrète encore, hein, sur les Slide évaluations suivant, c'est ça? fournisseurs. Non, juste Pardon. justement avant, on a 4 grands piliers sur les évaluations fournisseurs, que ce soit un peu plus concret peut-être Oui. pour vous. Qu'est-ce qu'il y a dedans en Excusez-moi. fait, hein? Il y a la politique. Non, c'est un slide Désolé, avant. je Voilà, sais, la c'est ma souris politique qui me joue des RSE. tours. Désolé. D'accord. Voilà. La politique RSE, donc ça va être vraiment plutôt sur le rapport RSE et le bilan carbone. On a aussi les achats responsables. Est-ce que le fournisseur, et ça va être la slide plus loin, mais on va juste faire un petit focus après, les achats responsables de nos propres fournisseurs. Donc c'est l'idée de vraiment de la chaîne de valeur et de voir quels sont les efforts réalisés dessus par nos fournisseurs de rang 1. Troisième pilier, c'est l'offre responsable, donc au sein des produits qui sont dans la gamme de Bureau Vallée. Est-ce qu'ils font des efforts sur leurs produits? Parfois, ces efforts-là, en fait, on les re-questionne. Pourquoi? Parce que on les a dans les ACV normalement, mais parfois dans l'ACV, il y a des choses qui ne sont pas ou pas encore suffisamment prises en compte. Et donc, c'était important pour nous de les un petit peu re-questionner de façon qualitative ici, puisqu'encore une fois, hein, les produits, c'est vraiment notre cœur de métier et cœur d'activité. Et enfin, les questionnaires sites, on entend par là soit des sites logistiques, si ce sont des importateurs, soit des sites vraiment de production et quelles démarches ils ont mis au cœur, voilà, de eux, leur site de production. Il y a quoi comme question dans Pour ce questionnaire, préciser par ça. exemple? Il y a quoi comme type C'est la de question? démarche, par exemple, politique énergétique du site. On a le suivi des accidents de travail, donc la politique sécurité, voilà, comme exemple là-dessus. Et donc d'autres certifications possibles pour vraiment les fournisseurs. Voilà. Et donc ces questionnaires, oui, juste pour mentionner, hein, donc les questionnaires qualitatifs, on l'a construit avec By Your Way, qui nous accompagnait déjà sur l'ancienne notation, et on l'a mis en place et on l'a digitalisé avec Positive Company, qui nous permettent d'aller plus vite en fait dans le questionnement de nos fournisseurs et dans leur évaluation, disons, impartiale. Et donc ça donne? Voilà. Et là, en fait, c'était un focus, ce slide-là, sur la démarche achat responsable, entre guillemets, de nos propres fournisseurs pour essayer de remonter notre chaîne de valeur. Et c'est un critère, en fait, que nous allons prendre en compte particulièrement. En fait, on s'est dit, parmi les 4 piliers que je vous ai expliqués, on va principalement prendre en compte l'offre responsable et les achats responsables, qui sont pour nous essentiels dans la mise en pratique et d'une démarche. Et donc là, c'est ce qu'on a eu comme résultat à date, hein, en juin 2025, ce que nos propres fournisseurs ont répondu quant à leur propre démarche achat responsable. Donc, attention, c'est un multicritère, donc on ne peut pas dire que c'est en pourcentage. Néanmoins, 37 fournisseurs font déjà des évaluations et pour certains, donc des audits sur leurs fournisseurs à risque, ce qui est plutôt encourageant, je trouve. Voilà. Et vraiment des audits sociaux qui vraiment encadrés, certifiés. 25 ont répondu
positivement à ce type d'audit. Il faut Donc savoir la que moitié. chaque réponse, voilà, oui, faut savoir que chaque réponse est assortie aussi de pièces justificatives et après vérifiée par Positive Compagnie. Donc voilà un Justement, petit peu pourquoi pour c'est la mise. important pourquoi c'est important de passer par un tiers? Pourquoi vous le faites pas directement ça? Quelle est les raisons? Quelles sont les raisons, pardon? Alors nous, on n'a pas vocation à le faire directement. Alors déjà, c'est pas notre cœur en fait, cœur d'activité. Et donc l'équipe RSE est très restreinte. Deuxièmement, en fait, on n'a pas vocation. Enfin, il y aurait le risque en fait de partialité et enfin, voilà, de vouloir mettre peut-être voilà, une sorte de filtre lié à la relation qu'on a avec le fournisseur par ailleurs, volontairement ou involontairement, hein. Mais il y aurait ce risque-là et c'est vraiment pas ce qu'on cherche dans les évaluations de nos fournisseurs. On cherche vraiment de revenir sur une démarche neutre qui prend en compte voilà, des faits et des pièces justificatives et qui n'est pas influencée par d'autres relations plutôt commerciales par ailleurs. Et est-ce qu'ils Voilà. sont Donc d'accord là, de faire ça? Ils sont d'accord de compléter des questionnaires avec, je sais pas, il y a peut-être, ouais. je connais moins bien votre questionnaire parce que nous on a nos propres standards, mais il y a combien de Mmh. questions et combien de temps ça prend? Et quel est Alors leur ici, le retour aussi? sur le qualitatif, Florian, si tu es là, tu peux plutôt mieux répondre que moi. Mais de façon générale, comme on a un historique assez fort sur ces questionnements des fournisseurs, nous avons eu de bonnes, finalement, un plutôt bon taux de réponse. Et par ailleurs, on a justement voulu construire un questionnaire par nous-mêmes, enfin, donc avec Berryway, pour le synthétiser au maximum. Donc notre questionnaire comprend entre 20 et 30 questions, ce qui est plus léger entre guillemets que beaucoup d'autres. Et on l'a adapté on a fait 2 questionnaires différents et on adapte aussi les questions selon le secteur d'activité de notre fournisseur. Mais oui, on a voulu un questionnaire plus léger que notre questionnaire historique parce que par ailleurs, on va leur demander des informations assez précises sur le produit, sur les matériaux, les procédés de fabrication, les transports pour faire nos ACV. Donc l'idée, c'était de conserver une démarche qualitative, mais qui soit ciblée sur nos besoins et sur notre secteur d'activité. Voilà. Aude, ma Mais en dernière effet, question est pardon. ouais. Oui, vas-y, je suis Non, les désolé, hein, pour les fournisseurs donc répondent, mais parfois ils sont assez, voilà, peu partants quand ils ont déjà rempli par ailleurs d'autres évaluations fournisseurs et que c'en est encore une autre. Et ça bien sûr, se comprend aussi très bien. tout à fait. C'est aussi, je dirais, une des problématiques qu'adresse notre solution par défaut, puisque nous, sur notre système, on intègre les autres évaluations, Ecovadis, et cetera, qui permettent notamment de faire gagner du temps. Mais je comprends tout à fait que par rapport aux enjeux de Bureau Vallée et son poids finalement auprès des fournisseurs, vous ayez la possibilité de le faire. Et donc tant mieux, puisque vous avez des informations plus précises. Ma dernière question, et pas des moindres, pourquoi vous faites tout ça et qu'est-ce qu'il en résulte à la fin, concrètement? C'est-à-dire que, est-ce que derrière vous allez potentiellement challenger un fournisseur? Est-ce que vous allez potentiellement sortir certains produits de la gamme de vente? Est-ce que vous allez mettre la pression sur le carbone, par exemple, parce que c'est un sujet qui est quand même assez commun à tout le monde et évidemment important. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait derrière et comment ça peut se retrouver au niveau du consommateur final? C'est une question qui est pas Mmh. facile, alors j'en suis désolé, Non, mais c'est quand même et on la n'a pas base. fini de la travailler. Exactement. Du coup, la réponse sera partielle, puisqu'on n'a pas fini de travailler ce point-là, puisqu'on vient de recevoir un peu, ces Les résultats. réponses. Mmh. On n'a pas complètement finalisé, les réponses. Ce que l'on va faire vraiment à court terme, c'est de créer un indicateur pour nos acheteurs, donc par catégorie de produits, par division chez nous, et aussi en fait, on a des fournisseurs qui répondent très bien à un pilier, mais un autre pilier est tout à fait laissé de côté dans leur stratégie. Donc voilà, en différenciant aussi ces axes-là. Ça, c'est vraiment le court terme. On a aussi possibilité, avec Positive Compagnie, que le fournisseur fasse un court entretien sur ses résultats. Donc l'idée aussi, c'est de débriefer avec lui
Et du coup, là, on laisse Positive Company avec le fournisseur, mais l'idée, c'est que le fournisseur puisse voir là où il est bon et se benchmarker aussi parfois là où il est bon, là où il est moins bon, et nous, qu'est-ce qui est important pour nous. Donc, il y a ce côté-là aussi. Et la finalité vraiment côté client, on ne l'a pas encore travaillé. On est plutôt sur une valorisation des bons fournisseurs, en fait. Mais ça, en fait, cette piste-là reste à creuser. Euh, mais parfois, en fait, on achète un produit, on ne sait pas forcément toute l'histoire qu'il y a derrière ou toute la démarche. Et là, c'est un petit peu d'ajouter, en fait, ce critère-là pour le client dans son acte d'achat. Super, merci beaucoup Aude pour ce témoignage. En conclusion de ce webinaire aujourd'hui, je veux juste rappeler les bases, pour revenir à ce que disait Sabine tout à l'heure, c'est que une démarche achat responsable, attendez, excusez-moi, je vais mettre le dossier en évidence pour que vous voyez un peu plus. Une démarche achat responsable, c'est pas que de challenger les achats, mais c'est aussi challenger le produit en amont et le besoin. On revient sur le fait que la fonction a quand même beaucoup évolué, de monde des achats aux achats responsables. On est dépassé d'un métier qui était vraiment très commande, réduction des prix, à un métier de plus en plus, entre guillemets, intelligent, avec de la stratégie, de la gestion des risques. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur une logique fondamentale de gestion des risques. Je rappelle qu'on est au niveau 1 ou 0 de la RSE ou de la sustainability, vous appelez ça comme vous voulez, mais que ces sujets sont en train de se structurer, et on le voit, comme l'a pu témoigner, en témoigner Aude aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on constate principalement chez nos clients sur la partie chaîne de valeur et évaluation des fournisseurs, c'est qu'on est plutôt dans une logique de consolidation de la data, de comparaison, d'identification des meilleures pratiques et de chantier en commun. On n'a pas pu trop en parler, Aude, parce que finalement, le projet est encore récent, mais avec d'autres de nos clients comme La Redoute, par exemple, on a pu identifier des leviers sur le packaging avec les fournisseurs, sur la réduction des packaging, etc. Donc, c'est aussi un levier de discussion. Et pour conclure aussi, on passe d'une fonction d'acheteur à je dirais un peu dur, à une fonction d'acheteur partenaire, où finalement le poids entre les rapports de force aujourd'hui entre les partenaires, les fournisseurs, pardon, et les donneurs d'ordre sont tendance parfois à s'inverser dans une logique de compétition mondiale. Et donc, la clé aujourd'hui, c'est effectivement de garantir des bonnes relations avec ces fournisseurs pour pouvoir aussi les challenger vers une vision commune et vers des chantiers en commun. Donc voilà, dans les grandes listes, les messages qu'on voulait faire passer aujourd'hui. On va laisser 5 minutes de questions-réponses, et puis je présenterai un petit peu la solution pour ceux que ça intéresse. Est-ce que vous avez des questions? On a vu assez peu de questions dans le fil de conversation aujourd'hui. Est-ce que une personne présente ici souhaite potentiellement prendre la parole ou poser une question? Je vous laisse le faire, si vous avez des questions sur ce sujet-là. Oui, Véronique. Ah, tiens, ça fait longtemps. Bonjour Véronique. Bonjour, plaisir de vous retrouver. Super, Je mets la caméra comme ça sera voilà. avec grand plaisir. Bonjour, enchantée, Véronique Perraillon, je suis responsable des achats du groupe Everreal, société située sur la région Rhône-Alpes. Moi, merci en tout cas pour toutes ces informations et ces échanges d'expériences très intéressants. Moi, j'ai quand même une question parce que j'ai l'impression que toutes ces notions d'achat responsable, même si nous sommes très impliqués aussi, notre groupe, je pense qu'il faut quand même que ça soit encore mené par les achats. Et j'ai beaucoup l'impression que ça se déplace sur la qualité. Alors, je l'entends, c'est bien parce qu'on est tous dans la même société et qu'il y a un monde participatif et tout ça, mais il y a quand même un moment, une notion aussi, je veux dire, une notion de chef de projet. Voilà. Et du coup, j'ai un peu du mal à comprendre. Même si le besoin reste quand même l'opérationnel, vous l'avez bien dit, mais de comment ça s'orchestre. Alors, à Bureau Vallée, j'ai entendu, Madame Vitry, votre échange. J'ai l'impression que vous, du coup, vous challengez un peu les achats et que vous donnez, voilà. Je sais que sur d'autres organisations, on est plutôt sur le contraire. Les achats qui travaillent et que voilà. Et j'ai un peu du mal, du coup, à comprendre la partie, j'allais dire,
l'interconnexion chef de entre tout projet, ça. parce que voilà, parce Il que du y a coup, à un Sabine moment, qui il faut voulait bien. réagir. Ouais, Sabine, tu voulais réagir là-dessus. Je te laisse réagir si tu veux. Et remettre ton micro. Ah, tu n'as pas remis ton micro, par contre. Merci pour cette question. Je crois que, en fait, ce que j'observe depuis 6 ans que je suis en conseil, donc depuis 6 ans que je fais finalement, je vois différentes entreprises. Et quand j'étais en industrie, c'est aussi la même chose. C'est qu'en fait, l'acheteur qui veut acheter responsable, il a compris qu'il fallait qu'il s'allie avec sa direction RSE, avec quelqu'un comme Aude Vitry chez Bureau Vallée, avec sa direction qualité, parce qu'en fait, moi, ce que je recommande aux clients, c'est quand on pousse déjà un questionnaire d'évaluation fournisseur qui parle du prix, de la qualité, du service et du délai, il faut y rajouter des questions RSE. Et souvent, ces questionnaires sont poussés par la qualité. Donc, c'est assez logique que la question RSE soit aussi poussée par la qualité. Mais c'est des choses qui sont faites en collaboration avec le service achat et Ouais, tout à fait. qui sont peut-être envoyées par la qualité, mais en tout cas relancées par le service achat. En tout cas, ce que je recommande, c'est que les services achats, lorsqu'elles font les business reviews avec leurs différents fournisseurs, qu'elles mettent ce sujet à l'agenda, quelle que soit la réunion, que ce soit une réunion innovation, une réunion négociation ou une réunion juste bilan, qu'elles mettent ce sujet à l'agenda. Donc, en revanche, l'acheteur, c'est un vrai couteau suisse maintenant. Il n'a pas la compétence seule, donc il doit s'allier aux autres compétences internes, RSE et qualité. On est bien Voilà. d'accord. Je partage tout à fait votre opinion, mais il reste quand même, entre guillemets, même s'il se fait accompagner avec, j'allais dire, ce que j'appelle des conseils, des experts, il reste pour moi, pour l'instant, quand même la chefferie, aussi bien de l'évaluation, même s'il se fait accompagner par la qualité, quel que soit le nom dans votre organisation, parce que Ouais, chaque organisation a son appellation, il faut être clair. c'est Je clair. pense qu'il reste quand même, j'allais dire, le chef de projet, de dire aussi bien du timing, comment on s'organise, voilà, je veux dire, il a, Oui, et oui, même du panel qu'on interroge, parce que oui. il est quand même Pour, maître. pour, ouais. Pour moi, le service achat est vraiment le maître de la relation fournisseur, comme vous dites, la Ça me chefferie de la rassure, relation merci. fournisseur. Voilà, le maître de la relation fournisseur, c'est le service achat qui doit déterminer la liste des fournisseurs préférés. Et si on ajoute le critère RSE, ça reste quand même le service achat qui doit être maître de la liste des fournisseurs préférés, de la liste des fournisseurs homologués. C'est évident, Eh bien, ça me rassure. Mais c'est très c'est bien, évident. merci. Super, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir pu participer à ce webinaire. Je me laisse 5 minutes pour ceux qui le désirent hein, pour présenter dans les grandes lignes hein, notre solution. Aujourd'hui, notre solution répond à deux problématiques, deux principaux cas d'usage. C'est soit en gros vous avez déjà votre système et votre questionnaire RSE, et dans ce cas-là, on peut l'intégrer, le digitaliser, s'approprier son fonctionnement, s'approprier son système de notation et faire les évaluations pour vous, soit enfin ça c'est plutôt le KB, pardon, dans le premier cas, qui est quand même le cas le plus conventionnel chez nous, c'est qu'on part sur nos propres standards et on va pouvoir personnaliser une brique de questions. On est sur la partie résultat. Vous voyez, une fois que l'entreprise est évaluée, on a le score sur plusieurs années et puis le résultat final avec la note de fiabilité. Et puis, on a les catégories. Donc là, on avait, donc ça, c'est notre questionnaire qu'on utilise chez Positive Company avec 5 grandes thématiques. Et puis, la possibilité de voir évidemment l'évolution de la note sur chacune des sous-thématiques qu'on peut vous présenter. Et donc, l'entreprise qui utilise ce scoring, elle a un tableau de bord. Je peux vous montrer celui par exemple, de Natran. Voilà, l'entreprise a un tableau de bord avec l'ensemble de ses fournisseurs. Le statut actuel, donc là, on a des évalués, mais il est possible d'avoir aussi des entreprises qui sont en cours d'évaluation et vraiment de suivre chaque étape. Vous avez ici la note sur 100 avec la possibilité d'avoir le résultat détaillé. Et puis ici, la note spécifique qui est la note pour Natran. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie-là. Il est possible de mettre plusieurs référentiels. Donc, on a des référentiels complets avec les 5 thématiques. Et puis, on a des référentiels qui viennent intégrer la note EcoVadis, par exemple, ou les notes des différentes, comment ça s'appelle, différents
donneurs d'ordre, enfin voilà, EcoVadis, le label B Corp, Positive Company. Et donc ça permet aussi de n'avoir que la brique spécifique à compléter. Voilà sur scoring. Vous avez une page d'accueil qui vous est dédiée, comme ça les entreprises elles ont bien votre entreprise en tête. Sabine, Mathieu, vous avez des compléments à apporter? Non, moi je dirais simplement que moi je recommande toujours aux clients qui ont beaucoup de fournisseurs de passer sur des solutions comme les vôtres, parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est de construire le questionnaire, comme a expliqué Aude, parce que le questionnaire, il doit être le plus personnalisé possible par rapport aux enjeux de responsabilité de l'entreprise et aux enjeux spécifiques de sa chaîne d'appro, et si possible spécialisé par typologie d'achat. Donc, et le plus court possible, ce qu'a dit Aude, c'est très intéressant que le questionnaire soit le plus court possible. Deuxièmement, ça prend beaucoup de temps d'adresser ces questionnaires aux fournisseurs, donc les faire par une plateforme qui fait le job pour vous, et vous avez juste la relance à faire, si ce n'est la plateforme qui fait la relance, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour l'acheteur. Et du coup, l'acheteur, quand il a une vision synthétique comme celle que vous proposez, de qui est évalué, quelle est la note du fournisseur, il peut se concentrer sur les points rouges chez vous, donc ce qui ne va pas, et donc travailler sur ce qui ne va pas. Donc, parce que je trouve que les services achats passent beaucoup de temps avec de l'Excel et avec des questionnaires maison à évaluer leurs fournisseurs. Et du coup, une fois qu'ils ont fait le travail qui est énorme, ils n'ont plus souvent le temps, l'envie d'aller sur les plans d'action. Et le plus intéressant, c'est vraiment le plan d'action. C'est le questionnaire, il doit être bien bâti, comme je l'ai dit, mais c'est aussi derrière le plan d'action qu'on va faire pour que les fournisseurs partenaires, enfin les fournisseurs s'améliorent et que du coup, tout ce qui est impact, spécifiquement impact négatif, impact saillant négatif, soit bien corrigé. Voilà. Merci Sabine, Donc ça c'est complète une aide bien, à l'acheteur. effectivement. Effectivement, en fait, vous avez donc ce tronc commun plus les questions spécifiques. Les questions spécifiques, évidemment, répondre à l'enjeu de l'entreprise. Je vous prends l'exemple de GRT Gaz, ou enfin, Natran maintenant, 3 enjeux majeurs. D'abord, l'éthique des affaires, extrêmement important. Le fait santé des collaborateurs, pas d'accident de travail sur les chantiers de GRT. Et le troisième point, c'est leur bilan carbone. Donc, on a intégré ces questions-là et donc ça permet aussi d'avoir la remontée d'informations. Deuxièmement, on fait un rapport compilé aussi à la fin de chaque année où on présente les résultats sur chacune des grands éléments. On va prendre par exemple le handicap, on va prendre tous les sujets carbone, gouvernance, etc. Ce qui permet aussi, quand on le présente aux entreprises, et on l'avait fait avec Selectour et Avas Voyage, aux fournisseurs de pouvoir se positionner sur chacun des sujets. Voilà, et se concentrer effectivement sur la mise en place après de la stratégie. En complément, on reçoit chaque partenaire s'il en a le besoin en feedback d'une vingtaine de minutes pour étudier avec eux leurs réponses et de voir comment est-ce qu'ils peuvent progresser. Encore une fois, l'idée, c'est pas de rester sur la note de la première année, mais bien d'avoir une notion de progrès. Vous avez des guidelines. Ok, super, merci Sabine pour le complément. Euh, donc voilà. Et puis encore une fois, l'idée c'est de créer un partenariat avec vos fournisseurs. Alors ça peut être juste l'envoi d'un lien et puis le fournisseur remplit son questionnaire, mais on ne le voit pas comme ça. Donc on fait ce qu'on appelle des kick-offs qui permettent aux entreprises de se connaître, de partager aussi avec leurs donneurs d'ordre. Et puis, il y a eu une première action de Natran la semaine dernière, mais ils ont fait un partenaire day avec l'ensemble de leurs fournisseurs. On sait que La Redoute et Bureau Vallée le font aussi au mois d'octobre. Donc vraiment, il y a une dynamique de rencontre avec les fournisseurs qui est plutôt bienvenue en ce moment, qui permet d'abord d'expliquer et de trouver aussi une direction commune sur les sujets principaux. Voilà ce qu'on peut vous dire sur scoring. Si vous avez besoin d'une démonstration, surtout n'hésitez pas. C'est quand même intéressant de voir l'outil fonctionner, sa simplicité, l'expérience utilisateur qui est quand même extrêmement fluide. Et puis, pouvoir vous montrer aussi à quoi ressemblent les rapports qu'on peut rendre aux donneurs d'ordre. Pareil, qui contiennent beaucoup d'informations. Et au-delà de l'information aussi, un plan d'action
qui permettent de mettre en œuvre une politique achat responsable qui soit robuste. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions par mail, des compléments. Voilà, on est vraiment là pour vous aider. Merci à tout le monde et à bientôt. Bonne journée. Au revoir.